Et là j'ai dit, je refuse de goûter ça. Hello à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de voyage et d'expatriation avec Sixtine, que vous connaissez déjà bien. Donc c'est Sixtine de la chaîne My Travel Project qui va nous accompagner dans cette vidéo. Vous l'avez déjà rencontrée dans mes vidéos portrait d'expat. Elle nous avait raconté son expérience au Cambodge. Et du coup là on va parler un petit peu de son expérience un petit peu plus... de manière un peu plus générale, de ses voyages, de son expatriation. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Il faut savoir qu'on a fait l'inverse de cette vidéo sur sa chaîne où c'est elle qui va me poser des questions. Donc si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous voulez apprendre à me connaître et en savoir plus un petit peu sur mon parcours et tout ça, je vous invite à aller voir cette vidéo, je vous la mettrai en boîte de description. Et puis je vous mettrai aussi toutes les vidéos, éventuellement si elle parle de certaines de ces vidéos et tout ça, je vous les mettrai en boîte de description. Donc voilà, je vous propose qu'on accueille maintenant Sixtine. Alors du coup, je vous présente Sixtine. Coucou Sixtine, comment ça va? Hello. Bah ça va et toi? Ça va bien. Alors je précise juste que je vais regarder Sixtine là que j'ai en vidéo et audio et puis les questions aussi, donc je vais peut-être pas tout le temps vous regarder mais voilà, vous m'excuserez. Donc Sixtine, écoute, je suis très heureuse de t'avoir sur ma chaîne. Est-ce que tu peux déjà te présenter pour mes abonnés qui ne te connaissent pas forcément ou qui n'ont pas vu la vidéo précédente qu'on avait fait? Oui, bah bien sûr, ouais. Bah déjà merci aussi de me recevoir sur ta chaîne. Donc je m'appelle Sixtine, j'ai 26 ans, j'habite en ce moment à Montréal au Canada. Ça fait plus d'1 an que je suis revenue à Montréal. Et moi j'ai commencé à voyager, à vivre à l'étranger il y a 6 ans à peu près, presque 7 ans. En fait j'ai commencé par faire un volontariat au Vietnam en 2013 qui s'est bien passé mais qui n'a pas été d'une grande utilité. L'année d'après, je suis partie en échange à Ottawa, donc au Canada, dans le cadre d'un échange universitaire. Je suis restée 1 an sur place et en fait j'ai tellement aimé le Canada que j'ai décidé de rester. Donc je suis restée pour mon master, j'ai fait mon master à l'université de Montréal. Et après je suis partie faire mon stage de fin d'études au Cambodge. Donc voilà, ça s'est pas mal enchaîné. À la suite de ça, je suis revenue un peu en France. J'ai pas nécessairement aimé revenir en France, donc je suis repartie. Et je suis repartie pendant 1 an au Brésil pour finalement être tirée au sort pour le PVT Canada et revenir au Canada. Voilà. Waouh. Quel parcours! Oui, j'ai pas mal bougé sur les 6 dernières années, mais c'est ça qui me plaît. Donc, ouais, après là, je suis quand même assez sédentaire. Ça fait donc depuis février 2019 que je suis revenue à Montréal parce que j'aimais trop cette ville, que j'ai eu mon PVT, que je voulais revenir. Donc voilà. Donc un peu plus sédentaire maintenant, mais je continue de voyager quand même au Canada. Donc voilà. Ouais, bon, on l'est tous un Exactement. peu. Hein. Là, on n'a pas trop le choix en ce moment. Alors je vais commencer avec des questions un petit peu rapides, des questions un peu courtes. Oui. Déjà, est-ce que tu peux nous dire quel a été ton plus gros choc culturel, j'imagine, entre le Vietnam, le Cambodge, le Brésil? Oui. Il y a peut-être plusieurs même chocs culturels. Ouais, il y en a eu plusieurs, mais ils sont pas tous passés de la même manière, je te dirais. Si je devais en citer qu'un, ça serait... je sais même pas, parce que le Brésil, ça a été quand même un choc culturel. Le Cambodge aussi, mais les deux sont pas du tout passés de la même manière. Donc le Cambodge, ça a été un gros choc culturel parce que j'habitais dans une famille cambodgienne, donc j'ai fait mon stage de fin d'études au Cambodge, je travaillais dans une ONG. Je travaillais dans un bidonville dans la périphérie de Phnom Penh et je vivais dans une famille cambodgienne en périphérie du bidonville. Donc au niveau changement culturel entre la France, le Canada et le Cambodge, là on était bien dans le choc culturel, mais ça a été hyper enrichissant. J'ai appris énormément, ça a été une famille adorable. Et à côté, le Brésil, ça a été un choc culturel plutôt négatif. J'aime pas dire négatif parce que c'est juste mon expérience et j'ai pas envie de faire de généralité, mais ça a été négatif pour moi. Parce que je suis tombée dans une région du Brésil où les gens sont plutôt fermés d'esprit, ils sont plutôt racistes et misogynes. Et du coup, ça s'est pas forcément bien passé parce que les gens n'essayent pas de te parler, même si toi tu essayes de parler portugais. Il y a eu beaucoup de chocs culturels en fait par rapport à la population de la région en fait, dans laquelle j'habitais au Brésil. Donc je dirais que mon plus gros choc culturel a peut-être été celui-là quand même, je dirais, parce que c'est pas du tout quelque chose auquel je m'attendais. Ouais, je comprends. Alors j'ai jamais habité au Brésil, mais je peux comprendre un peu sur le côté racisme, parce que aux États-Unis, moi j'ai été confrontée pas dirigés envers moi, mais à des propos racistes dirigés envers notamment les personnes à couleur de peau, noire ou autre même. Oui. Et des fois tu te dis mais
comment est-ce qu'on peut encore dire des choses pareilles, quoi. Non, mais c'est ça, ouais. C'est assez délicat quand en plus, moi j'étais en famille d'accueil, donc en plus c'était pas chez moi. Ça venait pas de ma famille d'accueil, je précise quand même, parce que je veux pas leur nuire ou dire des choses qui sont pas vraies, ça venait pas d'eux, mais ça venait de personnes qu'on connaissait, quoi. Et t'es un peu, des fois ça... Ah oui, non, c'est pris de court, quoi. Fois, alors, oui, après, je pense que j'ai peut-être pas utilisé le bon terme. Alors certes, les Brésiliens sont racistes, hein, en tout cas dans la région dans laquelle j'habitais. Là, c'était plus xénophobe à la limite, dans le sens où, pour faire une petite histoire courte, moi je prenais le bus en fait pour aller travailler dans l'ONG dans laquelle j'ai travaillé quand j'étais au Brésil. Et parfois, en fait, j'envoyais des audios sur WhatsApp à des copines qui forcément sont françaises, donc à qui je parle français en audio. Et voilà, après dans le bus, tu fais toujours attention à pas parler trop fort et tout ça. Après les Brésiliens ont la voix qui porte, mais quand même. Et je me souviens que j'étais en train d'envoyer un audio à une copine donc en français dans le bus, et puis il y a 2-3 personnes qui me regardaient, il y a une personne qui a dit quelque chose, mais ça faisait peut-être 3 mois que j'étais au Brésil, donc j'ai pas nécessairement compris, parce qu'évidemment la personne a parlé en portugais. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de quelques mois, et j'ai envoyé des audios à chaque fois, c'était mon trajet de bus le matin, donc j'en profitais, quoi, je donnais des nouvelles. Et quelques mois plus tard, je parlais mieux portugais, et je me suis rendu compte en fait qu'il y a une personne qui m'a regardée, qui était en train de me dire quelque chose comme ça en portugais, et en fait elle m'a dit non mais ici on parle portugais, rentre dans ton pays, quoi. Ouais. Voilà. Bon, on entend les mêmes en donc France, c'est plus... Hein. Oui, c'est sûr. Et déjà, je tolérais pas ça même avant de venir au Brésil. Et maintenant, d'autant moins, bien sûr. Donc oui, c'était plus sur ça, à la limite. Tu vois, je peux pas dire que j'étais victime de racisme, parce que je considère que... Oui, ça... Enfin, le racisme, c'est envers les personnes qui ont... les personnes de couleur. Et je suis blanche, quoi. Enfin, voilà. Non, mais je comprends. Ok. Donc voilà, ça a été un gros choc culturel, ouais. Ok, alors question suivante. Est-ce qu'il y a un stéréotype que tu détestes par rapport au voyage et à l'expatriation? Oui, il y en a. En fait, il y en a un surtout parce que c'est souvent une question en fait, qui revient genre dans des commentaires ou sur mon blog. C'est par rapport à l'hiver au Canada. Normal. Ah oui. Alors, je dis l'hiver au Canada, je parle plus spécifiquement au Québec, puisque le Canada, c'est quand même un grand pays. Et l'hiver à Montréal ou à Vancouver ou à Calgary, c'est pas nécessairement la même chose. Enfin, il y a quand même des milliers de kilomètres entre les villes. Mais en fait, souvent, la question que je reçois, c'est donc par rapport à l'hiver au Québec. Et c'est mais il fait pas trop froid l'hiver, mais comment tu fais pour survivre l'hiver? Comment dire? En fait, à chaque fois, je réponds la même chose. En fait, je pense que s'il y a des gens qui vivent au Canada depuis des siècles et des siècles, c'est que tu peux quand même survivre à l'hiver, donc voilà. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est toujours ce stéréotype. Oui, il fait froid, hein. Clairement, cet hiver, on a eu moins 35 degrés. Voilà, c'est pas pour rien. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter de se faire, je trouve, un pataquès de ça, comme si on vivait dans un igloo pendant 6 mois, qu'on sortait pas de chez nous et tout ça. C'est plus ça, en fait, où je trouve qu'on va rapidement dans des extrêmes sans essayer de se poser la question de mais s'il y a autant de gens qui déjà partent vivre et voyager au Canada, et puis avec le nombre de Canadiens déjà qui vivent dans ce pays, c'est peut-être que c'est faisable quand même, quoi. Oui, il y a beaucoup, je suis assez d'accord, je suis un peu comme toi, je reçois aussi pas mal de commentaires stéréotypés, et il y a beaucoup d'extrêmes dans les commentaires. On est toujours soit à une extrémité, soit à l'autre, mais il n'y a jamais de juste milieu, en fait. C'est ça, et souvent, les commentaires que je reçois sont vachement axés pour... en fait, la personne a besoin de réassurance, ce que je peux comprendre, mais... Parfois, tu sens qu'en fait, la personne, elle a envie que tu lui dises genre « Non, l'hiver, c'est horrible, viens pas, tu vois ». Et dans ce cas, moi, je suis genre « En fait, je peux pas te donner la réponse que tu as envie d'attendre juste parce que tu as besoin de cette réponse-là, parce que c'est pas ce que je pense, tu vois ». Donc voilà, mais non, c'est souvent vraiment sur l'hiver au Québec. Il fait moins 35 tout l'hiver, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc voilà. Mais bon, après, je peux comprendre. Hein. Faut dire que pareil, à la télé, on en a parlé un peu dans la vidéo qu'on a fait sur ta chaîne, souvent, ce qu'ils vont montrer du Québec, c'est les 3 mètres de neige, quoi, et pas... Non, mais c'est ça. C'est ça. Et puis moi, tu vois, ça fait en tout, ça doit faire 3 ans que j'habite au Canada, si je compte toutes mes expériences. Et maintenant, quand je rentre en France et qu'il neige et que je vois à la télé qu'ils sont en train de dire « Oui, tel département est complètement recouvert de neige » et je vois qu'il y a 3 cm, je me dis « Mais c'est pas possible, c'est... » Tu sais, c'est un peu la honte, quoi. À un moment, c'est un peu embarrassant, quoi. Mais c'est pas la même réalité non plus. Forcément, ici, ils sont bien plus habitués à avoir des conditions extrêmes.
Enfin, ici, vraiment, dès le début de l'hiver, c'est normal, tout le monde prend son rendez-vous, va mettre ses pneus neige. C'est l'équivalent du contrôle technique, limite, quoi. Donc, voilà. Ils ont l'habitude, c'est ça, ils ont l'habitude. C'est comme ça, ouais. Exactement, ouais. Mais donc, si je devais donner un stéréotype, ouais, ça serait celui-là. Ok, question suivante. Es-tu pour ou contre les voyages, voire la vie en van? Du coup, c'est marrant que t'en parles, parce qu'en fait, dans 10 jours, je pars en voyage en van. Donc... Voilà, je l'ai pas encore annoncé parce que moi, tu sais, j'aime bien faire la surprise quand je sors une vidéo. Mais en fait, je pars en voyage alors c'est pas un van vraiment comme les gros vans Sprinter van de Mercedes. C'est un Dodge Caravan aménagé que je loue avec une entreprise québécoise qui propose des vannes aménagées. Donc c'est vraiment une petite banquette à l'arrière qui se transforme en lit. Et puis si tu ouvres le coffre, là, t'as la petite cuisine, le petit réchaud et une petite douche solaire et tout ça. Donc je te dirais complètement pour. Moi, je ponce des playlists depuis 1 an, je pense, de vidéos de van, de gens qui voyagent en van, de conversion de van. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui m'attire énormément. Je sais pas si je convertirai un jour un van dans ma vie, tu vois. Alors, mais je trouve ça trop intéressant. Donc, le voyage, oui, mais est-ce que la vie en van, 24 heures sur 24, 7 heures sur 7 je dirais oui, mais pas sur du long terme. C'est-à-dire que, enfin, sur du long terme, je pourrais pas le faire indéfiniment, je pense, okay. Tu vois. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, j'aurais envie d'autre chose, en fait. J'ai aucun problème à avoir un niveau de confort assez bas, par exemple, ou à pas nécessairement avoir de toilette dans un van, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais c'est plus que sur le long terme, au bout d'un moment, j'aurais envie d'autre chose. Donc je pense que c'est quelque chose que je pourrais faire peut-être 6 mois, peut-être 1 an, et encore, je sais pas, parce que là, ça va littéralement être mon premier voyage en van. Mais sur du long terme, je pense pas. Mais totalement pour sinon. Ouais, totalement je suis un peu comme toi. Sur du court terme, ça, c'est cool, mais peut-être sur du long terme, ça serait trop long, justement. Ouais. Ok, alors une autre question. Si tu avais dû vivre ou si tu devais vivre dans un autre pays que donc le Canada, le Cambodge, le Vietnam et le Brésil, et la France. Alors, je parlais que le Vietnam, mais voilà. Oui. J'avais presque tout juste. Oui. Quel pays choisirais-tu ? Alors, moi, il y en a toujours 2 qui me reviennent en tête. Donc, je vais t'en dire 2. Il y a la Colombie, en Amérique du Sud. En fait, je devais partir là en Colombie en juin. C'était quelque chose que j'avais prévu. J'avais pas encore acheté les billets, j'ai eu de la chance, mais Covid, quoi. Donc, voyage annulé. Mais... c'est ça, mais en fait, je sais pas, c'est un pays qui m'attire depuis pas mal de temps. C'est aussi parce qu'il y a une fille que je suis sur YouTube, une Anglaise qui est partie en fait pendant 3 mois, je pense, en Colombie, qui a fait des vlogs dessus. Ça avait l'air trop bien. Enfin, j'aime aussi beaucoup cette fille, donc forcément, ça donne envie, parce que j'aime bien la manière dont elle filme ses vidéos et tout ça, donc forcément, c'est plus attrayant pour moi. Mais je sais pas, je pense que j'aurais bien aimé aussi, tu vois, par exemple, faire un PVT en Colombie, parce qu'il y a des accords de PVT France-Colombie. Et sinon, la Corée du Sud. Aux antipodes. Ah oui, rien à voir. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te disais dans ma vidéo pour le coup, c'est que il y a 3-4 ans, je sais pas, j'ai commencé à tomber sur des vidéos sur la Corée sur YouTube, mais sur tout et n'importe quoi. C'est-à-dire aussi bien le point de vue je crois que c'était d'une Australienne qui habitait en Corée du Sud, qui s'était mariée avec un Coréen, d'une fille qui était juste partie faire un échange universitaire là-bas. Et en fait, je sais pas, j'ai commencé juste à m'intéresser à ça, j'ai commencé à regarder des vidéos dessus, et en fait, ça a l'air d'être une culture tellement intéressante. Et pourtant, à côté de ça, je lis pas de manga et j'écoute pas de K-pop, donc c'est vraiment rien à voir avec ça dans mon cas. Mais je pense que j'aurais bien aimé vivre en Corée pour avoir une expérience vraiment aussi, encore une fois, un gros choc culturel dans le sens où vraiment, voilà, la culture est vraiment différente de la France ou du Canada par exemple. Donc ouais, ça serait la Colombie et la Corée du Sud, 2 pays qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, mais bon. Alors du coup, ça va peut-être donner des réponses un petit peu étonnantes pour la question suivante. Tes révélations bouffe en voyage, alors ta révélation la plus positive on va dire, et puis la pire aussi peut-être. Alors dans les 2 cas c'est en Asie, c'est sûr. Toute la nourriture vietnamienne déjà, une révélation, j'adore ça, c'est trop bon, c'est une cuisine qui est tellement riche. C'est plein. Alors, faut aimer les herbes aromatiques et tout ça. Si t'aimes pas la coriandre en général, t'aimes pas trop la nourriture vietnamienne. Moi, j'adore la coriandre, donc c'est pas du tout un problème. Mais il y a tellement de plats trop bons. T'as des soupes, t'as des soupes de nouilles, juste des nouilles qui sont frites dans un espèce de wok, des nems en gros. T'as trop de trucs. T'as même des sandwichs qui sont issus de la colonisation, donc ça c'est la partie pas très glorieuse de l'histoire de France, mais en gros c'est le sandwich en lui-même est resté un peu dans la cuisine vietnamienne, donc ils ont un sandwich qui s'appelle le banh mi, c'est tellement bon avec plein d'herbes dedans, enfin ça j'adore. Donc franchement, si je devais recommander une seule cuisine, ça serait la cuisine vietnamienne, puisque ça a été une révélation pour moi et j'adore ça.
Et côté négatif, Ouais, le pire, mon Dieu. le pire truc que t'aies mangé. Alors le pire truc que j'ai mangé, ça n'a pas été mauvais au goût, mais c'est juste que c'était le plus atypique. Quand j'ai habité au Cambodge, je suis partie dans un marché en fait à Phnom Penh, le marché central, et je me suis décidée à goûter une tarentule. Donc j'ai mangé une tarentule. Voilà. Voilà, littéralement on dirait un bretzel dans de la sauce soja sucrée, donc ça n'a rien de... Voilà, c'est plus le côté psychologique, tu vois, où t'as littéralement une tarentule qui est piquée sur un bâton, t'as les petits poils qui sortent et tout, voilà. Mais voilà, j'ai mangé les pâtes. Et au goût? Bretzel dans la sauce soja sucrée, vraiment. Ah ouais. C'est craquant et c'est sucré. Donc voilà. Mais j'ai mangé que les pâtes. J'ai vraiment eu un problème un peu psychologique en arrivant au niveau de l'abdomen. J'étais persuadée qu'en croquant dedans, ça allait gicler quelque part. Enfin bref, du coup, j'ai pas voulu. Mais j'ai mangé les pâtes. Donc ça, c'est vraiment le truc le plus atypique. Après, si là, je devais le refaire, non, je le referais pas. Ça n'a pas grand intérêt. À part le côté... j'ai mangé une tarentule. C'est ça. Il y avait rien de plus. Donc... je le referais pas quoi, mais c'était le truc le plus. Je suis impressionnée, je suis pas sûre que voilà, les vers, les comment ça s'appelle là, les cigales, les sauterelles, tout ça, ok, mais les araignées, tarentules et tout ça, je sais pas. Ouais, moi j'ai mis bien 5 minutes à regarder la tarentule comme ça sur la brochette avant de la manger. Hein. J'étais pas bien. Ouais, je l'ai fait. J'ai mangé la moitié de la tarentule, mais bravo. Encore une fois, je le referai pas. Bravo. Alors on va passer du coup aux questions un peu plus longues de la vidéo. Donc déjà, pourquoi est-ce que tu as choisi de partir en échange à Ottawa et pourquoi tu as choisi le Canada? Donc ça c'était au début de tes études plutôt. Hein. C'était au début de mes études, oui. En fait, Ottawa, c'était mon échange universitaire de 3e année de licence. Donc j'ai fait une double licence éco-sciences politiques en France. Et on pouvait partir en fait pour notre 3e année, donc la dernière année. Et en fait, c'est marrant parce que ça va se rapprocher de la thématique de ta chaîne, mais à la base, je voulais partir aux États-Unis. Sauf que, donc moi, j'étais en université, donc c'était que des accords bilatéraux en fait entre les universités partenaires, sauf pour les États-Unis où c'était un programme d'échange universitaire. Je ne sais même plus comment il s'appelle ce programme d'échange, mais c'était un programme spécifique pour lequel tu présentais un dossier qui était différent que le dossier que tu devais présenter pour les accords bilatéraux. Et il fallait mettre énormément de papier, enfin bref. Et je me souviens qu'il y avait un peu une espèce de rumeur dans ma promo sur la moyenne en fait qu'il fallait avoir pour pouvoir postuler à ce programme et avoir quand même une chance d'être pris. Je sais plus de combien c'était, mais moi j'avais un peu en dessous, donc je m'étais dit bon, je tente quand même, enfin voilà. Bon, j'ai pas été prise, mais je m'y attendais un peu parce que c'était quand même assez sélectif. Ils prenaient pas beaucoup de personnes dans ce programme-là pour partir aux États-Unis. Mais si tu voulais partir en échange aux États-Unis, c'était absolument ce programme-là qu'il fallait faire. Sinon, t'avais pas d'accords bilatéraux entre des universités américaines et mon université en France. Bon, voilà. En gros, j'ai pas été prise, mais pas de gros regrets parce que je m'y attendais un peu, quoi. C'était assez sélectif. J'ai jamais été non plus la première de ma classe, donc voilà. Mais si j'avais été prise, je voulais partir à New York. Enfin, vraiment cliché. New York ou en Louisiane. C'est trop beau la Louisiane. J'y suis jamais allée et tu vois, c'était vraiment un état en fait qui me tentait. Donc, parce que j'avais quand même regardé au cas où les universités qui pouvaient m'intéresser, quoi. Bon, finalement, dans tous les cas, j'ai pas été prise. Donc, j'ai commencé à regarder les accords bilatéraux de ma fac. Et j'ai commencé à regarder plus les pays anglophones, puisque comme toi, je voulais quand même parler anglais. Je parlais aussi un peu espagnol, parce que j'avais fait espagnol au lycée, mais je me sentais pas suffisamment à l'aise, en fait, au point de partir dans un pays hispanophone. Donc je m'étais dit, bon, voilà, je voudrais partir soit dans un pays anglophone, soit dans un pays où la langue d'apprentissage à l'université va être l'anglais. Donc j'avais droit de mettre 3 choix. Donc j'avais choisi Ottawa parce que j'avais voulu tenter le Canada. Et c'était le seul choix anglophone. Donc voilà, j'avais le choix entre Ottawa et la ville de Québec. Et je me suis dit, partir en échange pour parler français pendant un an, c'est peut-être pas la meilleure idée. Donc voilà, et après, mes 2 autres choix, j'avais mis une université à Taïwan, une université anglophone, et une université en Corée du Sud, justement. Finalement, j'ai été prise à mon premier choix qui était Ottawa. Donc c'est pour ça que je suis partie à Ottawa. Et j'avais choisi parce que c'était littéralement le seul choix anglophone qu'il y avait dans les accords bilatéraux pour le Canada. Donc voilà. Okay. Après, c'est aussi un pays qui m'intéressait un minimum parce que j'avais déjà posé une demande d'admission quand j'étais en terminale pour le bac, pour partir au Canada. Voilà, j'avais pas eu la bonne moyenne au bac, donc j'avais été refusée. Pour partir
suis passée à ça, pour le mais bac bon, ou j'ai été après refusée. le bac Après le bac, oui, d'accord. pour faire ma licence là-bas, Ah oui, d'accord. qui s'appelle le baccalauréat, donc ça crée un peu de confusion. Ah oui, d'accord. Mais voilà, mais donc j'avais pas été prise, c'est pas grave, hein, je suis partie plus tard. Mais c'est pour ça en fait, j'avais quand même cette idée du Canada qui était restée un peu en tête. Et vu que les États-Unis, de toute façon, c'était bien trop sélectif par rapport à mon dossier, le Canada, ça semblait être une bonne option, quoi. Du coup, donc c'était ton premier grand voyage? J'étais déjà partie en voyage avant, mais c'était la première fois que je partais vivre à l'étranger. J'étais partie un an avant en volontariat au Vietnam. J'avais fait des voyages avec mes parents, mais c'était ma première expérience de vie à l'étranger, aussi loin, aussi longtemps. C'est ça. Du coup, est-ce que tu avais des appréhensions particulières avant de partir? Des peurs, des... Et tu vois, j'ai réfléchi à cette question, mais en fait, je pense que je me souviens pas de mes appréhensions. Je me souviens de l'appréhension que j'avais qui était bien avant de partir. C'était au moment de finaliser le dossier, de faire les visas ou... C'était plus sur les temps d'attente pour le visa. C'est ça, c'était plus des appréhensions sur la préparation, c'est-à-dire est-ce que je vais tout avoir à temps. Je sais que c'était plus est-ce que je vais penser à tout ce que je dois emmener dans ma valise parce que je pars loin, je vais pas pouvoir faire un aller-retour, quoi. Enfin voilà, moi j'avais des amis qui partaient en Erasmus en Europe, forcément là il n'y avait pas de problème. Aussi forcément au niveau de l'hiver. On en parlait juste avant, mais forcément, moi aussi, je m'étais dit, mais moins 35 degrés, mais comment je vais faire? Enfin voilà, c'est aussi un cliché que j'avais. Et puis, finalement, ça s'est très bien passé et tout ça. Donc, plus des appréhensions sur qu'est-ce que je devais prendre, sachant que là, je vais partir limite dans le cercle polaire pendant un an. Voilà, bon, je me suis vite rendu compte que le cercle polaire, c'était peut-être un peu exagéré, mais voilà, c'était des appréhensions plus matérielles que vraiment sur place. Surtout qu'en fait, je partais avec trois autres filles de ma fac que je connaissais pas nécessairement, c'était plus des connaissances qui étaient dans ma promo, mais qui avaient aussi été acceptées à Ottawa et je prenais l'avion avec elles, donc j'avais même pas en fait l'appréhension du trajet par exemple. Ouais, t'étais pas toute seule, abandonnée. Non, c'est ça. Et puis, comme toi, tu vois, en fait, j'avais tellement hâte de partir parce que ça faisait quand même longtemps que je voulais partir faire mes études à l'étranger. Enfin, ça faisait depuis le bac, donc ça faisait 3 ans déjà. En plus, c'était le Canada. Je me souviens, le jour où j'ai eu les résultats, comme quoi j'étais acceptée à mon premier choix, j'ai pleuré. Donc, voilà. Oui, non, mais ça m'étonne pas. C'est chouette, voilà. Hein, c'est sûr. Donc, c'était des appréhensions, mais très mineures quand même, tu vois. Je me souviens pas d'avoir eu des appréhensions sur comment va être la fac, ou comment ça va être, est-ce que je vais me faire des potes, ou quoi que ce soit. Ouais. T'étais plus impatiente. J'étais impatiente et sinon c'était qu'est-ce que je vais prendre comme manteau par rapport à l'hiver. Enfin, c'était vraiment plus ça à la limite parce que c'est vrai que ça reste un changement. C'est ça. Ouais, c'était plus le côté pratique, je pense, qui me stressait. Et du coup, est-ce que tu avais des attentes particulières de cette année? Je voulais voyager le plus possible. Je me suis dit, ce pays est tellement grand, il faut que j'en voie le plus possible. Mais en même temps, il y avait les États-Unis à côté, donc j'avais quand même envie d'aller aux États-Unis. C'était vraiment mes attentes, c'était de me dire, il faut que tu repartes. Et que tu n'aies pas de regrets ou que tu ne dises pas j'aurais pu faire ça en plus ou quoi que ce soit. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la base, je vais partir qu'un seul semestre. Donc je devais partir de fin août à décembre. Parce que comme j'étais en université et pas en école de commerce par exemple, en fait, à la fin de ma licence, il fallait que je fasse les dossiers pour le master, quoi. Et en fait, je m'étais dit, comme la plupart en fait de ma promo qui partait aussi, je m'étais dit, il faut que je rentre en avril-mai parce qu'il va falloir que je fasse mes dossiers pour le master, il va sûrement y avoir des entretiens pour les masters, donc il faut que je sois là et tout ça. Et je suis arrivée à Ottawa, vraiment sur le papier, il y avait écrit que je restais l'équivalent d'un semestre, donc 4 mois à peu près. Je devais repartir en décembre. Et au bout de 3 semaines, je me suis dit non. Si je repars au bout de 4 mois, je vais me dire qu'il y a un truc qui n'est pas terminé, je vais avoir trop de regrets, ça va être horrible. Et donc forcément, j'ai dû en parler à ma fac en France, j'ai dû en parler à ma fac d'accueil à Ottawa, j'en ai forcément aussi parlé à mes parents. Mes parents, ils m'avaient dit, nous, on était partis du principe que tu allais partir 1 an, donc de notre côté, c'est ok. Ma fac en France était ok. Ma fac à Ottawa était ok, j'ai juste dû faire une prolongation de visa, mais mis à part ça, il n'y a eu aucun problème. Et heureusement que je suis restée 1 an, parce qu'il y a tellement de choses que j'aurais pas faites, quoi. 4 mois, c'est quand même assez court. Et même moi, dans mon expérience d'étudiante d'échange, je me rends compte en fait que rien que pour la langue, tu commences vraiment à être à l'aise et plus fluide, mais peut-être au bout de 2-3 mois. Et certaines personnes, j'imagine, peut-être au bout de 4 mois. Et c'est vrai que du coup, tu as peut-être, au moment où tu es vraiment le mieux intégré, enfin où tu commences vraiment à être intégré, à avoir ta vie, à comprendre mieux tout ce qui se passe, il faut rentrer. Donc c'est vrai que c'est un peu... c'est ça, oui. Ouais. Et ça, coup, donc...
Non, vas-y. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, je disais que je pense que ça a été une de mes meilleures décisions par rapport au fait de vivre à l'étranger, ça a été justement d'allonger en fait mon échange d'un semestre. Donc techniquement, je suis pas restée 1 an à Ottawa, je suis restée une année scolaire, donc Oui, mais... je suis restée 8-9 mois. Mais oh non, ouais, je pense que j'aurais trop regretté si je l'avais pas fait. Ouais. Non, c'est chouette, c'est chouette. C'est bien aussi que les facs et tout t'aient laissé parce que... Oui, bah pour eux, il n'y avait pas de problème en fait, ça changeait rien pour eux sur le papier. Tu nous as dit que tu avais fait donc ton master au Canada, donc tu as fait ta 3e année de licence à Ottawa, ensuite tu es rentrée en France pendant 2 mois pour l'été, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Et après, tu as fait ton master directement à l'université canadienne, et après tu as fait ton stage de fin de master au Cambodge. Alors, pourquoi être resté pour ton master au Canada? Et pourquoi avoir choisi de faire ton stage au Cambodge et pas au Canada, par exemple? Oui, alors, pour mon master, en fait, donc c'est ce que j'expliquais juste avant, j'avais fait une demande d'admission pendant ma terminale pour partir faire ma licence à Montréal, et j'avais pas été prise parce qu'il fallait une certaine moyenne au bac, et j'avais 0,5 en dessous de la moyenne demandée, donc j'étais pas partie. Et en fait, quand j'étais à Ottawa, je me suis rendu compte que j'aimais quand même vraiment bien ce pays, quoi. Et je me suis dit, franchement, j'ai rien à perdre. Je vais présenter des masters, enfin, je vais faire des demandes d'admission pour des masters en France, mais rien ne me coûte, mis à part les frais de dossier de 80 $, je pense. Enfin, rien ne me coûte, en fait, de faire des demandes d'admission pour le Canada. Après, j'ai envoyé des dossiers d'admission dans des universités qui étaient au Québec et non pas en Ontario, parce que donc, Ottawa c'est situé en Ontario, parce qu'en fait, il y a des accords France-Québec qui permettent aux étudiants français de payer les mêmes frais de scolarité que des étudiants québécois. Ce qui veut dire que, par exemple, un étudiant de Colombie-Britannique, comme Eric, tu me dis si je me trompe, paierait, je crois, plus cher qu'un étudiant français pour le même programme. Voilà, et moi j'ai des amis de mon master qui étaient d'autres nationalités, donc je pense notamment Colombie, Brésil, et qui eux étaient considérés comme des étudiants internationaux et qui payaient 3 ou 4 fois le prix de ce que moi je payais. Donc c'est très très avantageux pour les étudiants français. Je crois qu'il y a le même programme maintenant, le même accord, je veux dire, pour les étudiants belges. Okay. C'est un programme, j'arrête pas de me tromper sur le mot. C'est un accord qui fonctionne pour le master et le doctorat. Avant, ça fonctionnait aussi pour la licence, mais le Québec a décidé d'arrêter cet accord pour les étudiants en licence depuis mars 2015, je crois, quelque chose comme ça. Ou mars 2016, enfin bref. Donc voilà, en gros, c'est pour ça que j'ai décidé de postuler en fait en université au Québec et pas dans une autre province, parce que dans une autre province, j'étais considérée comme étudiante internationale, et là, les frais de scolarité montaient entre 15 000 et 20 000 $ l'année, j'avais pas nécessairement les moyens de payer ça, alors que pour être totalement transparente, moi une année de master, donc on va dire 2 semestres, c'était 2 semestres, après j'ai fait un semestre d'été, donc on va dire 3 semestres, ça m'a coûté 3 000 ou 3 500 $ canadiens. Ah oui. Ce qui fait bien moins en euros. Ah oui, ça va. 3... Oui, parce que le dollar canadien est plutôt faible. Oui, c'est ça. 3 000 $ canadiens, ça doit faire peut-être 2 300 €, quelque chose comme ça, donc c'est quand même, ça reste une somme, mais c'est moins cher que si tu es considéré comme étudiant international. Oui, donc c'est pour ça que j'ai décidé de postuler en fait en université québécoise. C'était beaucoup plus accessible en fait en termes de finances. Et en fait, j'avais pas nécessairement envie de rentrer en France, je me sentais bien au Canada et j'avais la possibilité de continuer mes études ici. Les universités au Canada et au Québec, où là moi j'étais, elles sont quand même plutôt réputées. Il y avait des programmes qui m'intéressaient, donc pourquoi pas. Finalement, j'ai été acceptée. Donc je suis partie. Je suis revenue en France pendant 2 mois, histoire de voir la famille, passer un peu l'été. Puis finalement, je suis repartie donc à Montréal cette fois-ci. Donc j'ai fait mon master à Montréal. Trop bonne expérience aussi. Je regrette pas du tout. Ça a été trop bien. Si vous avez les moyens de le faire, faites-le parce que c'était trop cool. Et après, donc, dans le cadre de mon master, je devais faire forcément un stage de fin d'études. Et ma première idée, c'était de le faire en France, parce que j'avais la sombre idée qu'il fallait absolument sur mon CV que j'ai une expérience en France. Alors, quelques années plus tard, je me dis maintenant... oui, peu importe. Voilà, peu importe en fait. Je sais pas pourquoi je m'étais mis cette idée en tête, mais bref. Et donc j'avais commencé à chercher en France. Moi, à l'époque, je voulais absolument travailler en ONG. J'ai fait un master de relations internationales pour faire simple. Et donc je voulais travailler en ONG. Donc j'ai commencé à postuler à des ONG. Ça marchait pas trop parce qu'en plus, moi, avant ça, pendant ma licence en France, j'étais en fac. Donc les stages sont pas du tout obligatoires. Donc j'avais fait 0 stage dans ma vie. J'avais eu des petits boulots étudiants et tout ça. Mais bon, j'avais jamais fait de stage, quoi.
Et donc j'ai commencé à regarder pour le Canada, mais en même temps j'avais envie d'avoir une expérience ailleurs et j'ai commencé à me dire, cherche partout dans le monde, tu verras bien. Et j'ai commencé à taper ONG Asie, ONG Amérique du Sud. C'est comme ça qu'en fait je suis tombée sur le site de l'ONG dans laquelle j'ai fait mon stage et j'ai envoyé une candidature spontanée. Ils m'ont dit bah justement on aurait besoin de quelqu'un en fait en stage de telle date à telle date. On va faire un entretien. Donc j'ai fait un premier entretien avec le directeur du centre, en fait c'était un centre d'accueil dans lequel je travaillais. J'ai fait un deuxième entretien avec le président de l'ONG et finalement j'ai été prise, donc j'ai fait mon visa de travail cambodgien, puis je suis partie, donc je suis partie 5 mois en tout. C'était trop bien aussi. Et je m'y attendais pas du tout, je me souviens que quand finalement j'ai eu la réponse comme quoi j'étais embauchée en fait en tant que stagiaire, je me suis dit mais tu te rends compte, tu vas vivre en Asie quoi. Alors j'étais déjà partie au Cambodge mais en voyage, donc encore une fois c'est vrai que c'est pas du tout la même chose et je me disais mais tu vas vivre en Asie, mais qu'est-ce que tu fais? C'est cool parce que t'as vraiment des expériences différentes. T'as pas été faire ton stage aux États-Unis qui sont quand même assez similaires. Bon, c'est quand même assez différent du Canada, mais il y a des similarités. Oui, là, non, c'est sûr. On est dans le spectrum, on est quand même à des opposés, quoi. Totalement. Et je pense que c'est un peu ce que je recherchais aussi. En fait, moi, je me rends compte que je me sens très à l'aise quand je suis pas dans ma zone de confort, entre gros guillemets, dans le sens où d'être plongée, d'être totalement en immersion dans une culture que je connais pas du tout et qui ne ressemble à rien à ce que je connais. Non, ça me fait pas peur. Et au contraire, je pense que je me suis tellement épanouie quand j'étais là-bas que c'est pour ça que j'ai vraiment trop aimé mon expérience sur place. Après, j'ai trop aimé mon expérience aussi au Canada. Mais il y a un peu moins de choc culturel, quoi, entre la France et le Canada. Donc le fait d'avoir pu faire un stage en plus sur le terrain en ONG, c'était tout ce que je voulais, quoi. C'est un peu ce qu'on disait dans la vidéo qu'on a tournée pour ta chaîne, c'est qu'en fait on n'a pas peur de la différence, justement on a envie d'aller voir comment c'est, pourquoi c'est différent, comment les gens vivent, et on est plus attiré par ça, un peu le côté aventurier aussi. C'est ça, et puis c'était... moi aussi je trouve ça trop cool, et puis c'est ça qui était rassurant aussi pour moi, c'est que comme j'avais déjà été au Cambodge juste pour voyager, en fait je savais à quoi m'attendre parce que j'avais déjà visité Phnom Penh et que là j'allais vivre à Phnom Penh, donc je voyais à quoi ressemblait la ville, même si j'étais venue qu'en touriste la première fois, je savais à quoi ressemblait la ville, je savais à peu près à quoi m'attendre, il y avait quand même certaines choses que je connaissais, donc j'étais pas totalement perdue. En plus j'ai pas eu à me soucier de la question du logement parce que l'ONG m'a proposé directement de loger en fait chez une famille d'accueil cambodgienne dont le père est logisticien dans l'ONG dans laquelle je travaillais, donc c'était un de mes collègues finalement, mais évidemment j'avais une chambre et une salle de bain pour moi et tout ça, mais en fait j'ai pas du tout eu à me soucier de la question du logement. Et en fait c'est vraiment, on m'a juste demandé de faire mon visa de travail, ils m'ont envoyé une convention de stage évidemment que j'ai fait signer par ma fac à Montréal et tout ça, et puis après je partais quoi. Donc je pense que ça aussi, du fait que ça a été facilité au niveau des procédures administratives, ça m'a permis de beaucoup plus facilement en fait me projeter quand je serai sur place en fait quoi. Non, je comprends. Et du coup, donc t'es resté 5 mois au Cambodge. Oui. Et après t'es rentrée directement en France. Oui, parce que évidemment j'avais encore en tête qu'il fallait que j'ai une expérience en France sur mon CV. C'est fou ça, cette idée. Je sais pas, je sais pas. Du coup, quand t'es rentrée, t'étais dans quel état d'esprit? T'étais plutôt déprimée ou plutôt justement comme il s'est passé plein de choses, ça allait? C'est compliqué parce que en fait, quand je suis partie du Cambodge, j'avais envie de rentrer. Ça a été une super expérience et en même temps c'est quand même un gros choc culturel et c'est intense. C'est ça, je savais en fait ce que j'allais retrouver en rentrant en France. Donc je suis partie du Cambodge début décembre, mais d'abord je suis partie, avant de rentrer en France, je suis partie voyager solo en fait pendant 2 semaines avec mon sac à dos au Vietnam. Donc j'ai eu cette espèce de transition, mais j'étais toujours en Asie, donc voilà. Et donc fin décembre, je suis rentrée en France après mon voyage de 2 semaines au Vietnam. Et à ce moment-là, j'avais envie de rentrer parce que je savais le niveau de confort que j'allais retrouver en France. Donc je savais que j'allais retrouver, enfin c'est con, mais que j'allais pouvoir prendre une douche avec de l'eau chaude si j'en avais envie. C'était pas trop un problème au Cambodge parce qu'il faisait super chaud, mais voilà, si j'avais envie de prendre une douche chaude, c'était pas trop possible quand j'étais au Cambodge. J'étais contente aussi de me dire que j'allais retrouver une maison, que j'allais avoir du wifi. C'est extrêmement superficiel, mais moi je pensais à ça. Le fait de pas aussi me faire piquer tout le temps par les moustiques. En plus, moi je suis allergique aux boutons de moustiques, donc dès que j'en ai un, je gonfle, j'ai une infection au pied. Bref, j'ai eu un bandage pendant 10 jours quand j'étais là-bas, enfin voilà. Et aussi, je sais que je vais me prendre des commentaires là-dessus, mais c'est pas grave. J'en avais marre aussi à un moment, enfin j'étais fatiguée d'être
la blanche qui a plein d'argent. Parce que c'était ça. Et c'est une réalité, hein. C'est pareil pour les touristes, les suivant expats. Les perspectives, oui, ça dépend à qui tu demandes, oui, forcément. C'est ça. Et c'est pareil pour les expats européens, nord-américains, on va dire occidentaux, même si j'aime pas ce terme, qui habitent en Asie. T'es considéré comme la vache à lait parce que t'es blanc, t'es l'occidental, donc t'as plus d'argent. Et dans un sens, c'est vrai. Mais il y a des côtés de ça qui me fatiguaient, c'est-à-dire que dès que je sortais dans la rue, toujours on me demandait touk-touk, est-ce que tu veux acheter ci, machin, tout le temps, tu te fais toujours attraper par le bras, tu te fais toujours alpaguer. Je négociais mes amendes quand j'étais en scooter, quoi. Parce que je savais que en fait, le policier qui venait de m'arrêter pour une amende qu'il n'avait pas à me mettre parce que j'avais bien avancé quand le feu était vert pour moi, mais bref, c'est une autre histoire. Je savais qu'en fait, il essayait de me faire payer 3 fois le prix de l'amende parce qu'il voulait s'en mettre dans les poches, quoi. J'ai déjà lu des histoires comme ça, juste de touristes, pas forcément de gens qui ont fait des stages ou qui ont habité là-bas, mais de touristes qui disaient il faut faire attention parce qu'ils nous voient un peu arriver, ils savent qu'on a des moyens on n'est pas riche, mais par rapport à eux, on a des moyens plus importants, en fait. Oui, c'est ça. Alors qu'on n'est pas considéré comme riche en Occident, mais chez eux, on l'est, et du coup, effectivement, des fois, ils peuvent en tirer un peu, enfin, ils peuvent essayer, en tout cas, un peu de tirer. D'en tirer. Ah oui, c'est ça, totalement. Après, je comprends totalement, parce que je pense qu'il faut quand même faire une nuance. Je comprends totalement que en tant qu'étranger, en fait, dans ces pays-là, alors je parle que du Cambodge, du Vietnam, parce que c'est les 2 seuls pays que je connais en Asie, c'est normal de te faire arnaquer un minimum, c'est sûr. Je sais par exemple qu'il y a un temple, enfin une pagode, en fait, on appelle ça comme ça au Cambodge. Il y a une pagode à Phnom Penh que tu peux visiter, qui est gratuite pour les Cambodgiens, mais qui est payante pour les étrangers. Alors, elle coûte $1, hein, l'entrée est pas très chère. Mais c'est sur le principe, tu as littéralement un panneau avec écrit gratuit pour les Cambodgiens ou je crois que comment t'appelles ça, les résidents de je sais plus quelle alliance, l'équivalent de l'Union Européenne, en gros, l'ASEAN, je crois. En Asie du Sud-Est, ils ne payaient pas et les étrangers payaient $1. C'est pas grave, c'est $1, hein, voilà. Mais c'est sur le principe et ça a été ça pour tout. Donc moi, je me souviens que je devais demander un reçu officiel aux policiers, en fait, quand je recevais des amendes. J'en ai pas reçu beaucoup, hein, mais ça m'est arrivé 2-3 fois qu'ils veuillent m'arrêter pour je ne sais quoi. Je devais demander un reçu officiel si ils essayaient de me faire payer au-dessus de, je crois que c'était $2,50. $2,50 US. Parce qu'il y a 2 monnaies en vigueur au Cambodge, tu as le riel cambodgien et les dollars US, c'est resté depuis la guerre du Vietnam et ensuite la colonisation et tout ça. Et donc au-delà de cette somme-là, si je demandais un reçu officiel, c'était sûr que je payais $2,50 parce qu'il ne peut pas me donner un reçu officiel au-dessus du montant officiel de l'amende. Et donc dans ces cas-là, il était genre ah oui attends je reviens 2 secondes, ok d'accord c'est bon. Donc, voilà. Alors ça se trouve le montant officiel a changé depuis, mais moi je me souviens que c'était comme ça. D'accord. Et ça a été fatigant. À la fin j'en avais marre de ça. Et en même temps, dans un sens j'ai pas à me plaindre parce que j'étais trop contente de vivre au Cambodge, mais voilà, au bout d'un moment c'est usant quand tu te fais alpaguer toutes les 30 secondes dans la rue. Oui. C'est un moment où j'avais envie de rentrer parce que vraiment j'étais fatiguée de tout ça. Après, le retour, c'est pas nécessairement bien passé parce que c'est ce qu'on disait dans ma vidéo. En fait, tout m'a semblé fade en rentrant. Je venais d'être complètement stimulée de mes 5 sens pendant 2 ans et demi. Je découvrais tous les jours des nouvelles choses. J'étais tout le temps sortie de ma zone de confort. Et là, je me suis retrouvée dans un quotidien que je connaissais complètement, avec un boulot entre guillemets qui finalement n'était pas aussi exaltant que ça. À me réveiller tous les matins et à me rendre compte que j'étais rentrée dans une routine et là j'étais en train de me dire en fait je vais avoir cette routine là jusqu'à mes 65 ans et je refuse d'avoir ça quoi. Et je me souviens que c'était vraiment je suis rentrée donc fin décembre et vers le mois de mars avril je me réveillais le matin et je pleurais quoi. C'était horrible. Mais c'était horrible. C'était pas du tout ton délire quoi. C'est ça, c'était pas du tout mon délire et en même temps tu vois j'avais l'impression que j'avais pas trop le droit de me plaindre parce que c'est moi qui venais d'habiter pendant 2 ans et demi à l'étranger et que t'as pas de quoi te plaindre en gros tu vois. Oui, t'as un job, t'as un boulot, c'est ça. Oui voilà. Oui mais c'est ça. Je les connais les commentaires. Oui, donc voilà. Puis moi, c'est des commentaires que j'ai reçus de ma famille où on me disait que c'était pas le bagne et tout ça. Non, c'est pas le bagne, mais c'est pas ce que je veux pour moi en fait. C'est pas forcément ce que t'as envie, oui, voilà. C'est ça. Donc non, j'ai pas très bien vécu mon retour en France, je pense parce que je l'ai mal préparé aussi. En fait, j'étais tellement contente au début de rentrer parce que j'avais envie de changement que je me suis pas dit ouais, mais au bout d'un moment, Sixtine, il y a tout qui va retomber comme un soufflet quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Après, bon voilà, j'ai repris du poil de la bête et tout ça, mais finalement, je me suis fait la promesse à moi-même. Tu restes moins d'1 an en France, c'est hors de question de rester plus. Je suis repartie au bout de 10 mois, donc voilà. Du coup, ça tombe bien, du coup t'es repartie au Canada.
Non, je suis partie au Brésil d'abord. Ah, t'es repartie au Brésil d'abord et après Oui, au Canada. oui, je sais que j'ai une chronologie un peu bizarre. Mais Ouais. oui, non, je suis repartie au Brésil d'abord pendant 1 an. Et juste avant de partir au Brésil, j'ai été tirée au sort pour le PVT Canada, donc Voilà. qui fonctionne par tirage au sort. Et comme j'avais 1 an pour activer mon PVT Canada, je suis d'abord partie au Brésil et après je suis revenue du coup au Canada. Ouais, Et du coup, t'es à Montréal. je suis à Montréal, exactement. Alors pourquoi avoir choisi le côté francophone et pas par exemple Vancouver, que je connais très bien Oui. par ailleurs. Oui, que toi tu connais très bien, mais moi pas du tout parce que j'ai jamais mis les pieds. C'est trop beau. Le plus loin où je suis mais allée, c'est. Je sais, mais en fait, quand je suis allée dans l'Ouest canadien l'été dernier, j'avais littéralement 10 jours et c'était pas du tout assez long pour aller de Calgary à Vancouver. Et Oui, donc, je me c'est suis un dit, peu- bah, c'est pas grave, j'irai une autre fois, quoi. Enfin, donc, c'était pas très grave. Et raison très très simple, j'étais extrêmement nostalgique de mon année de master et que j'ai toujours mes potes en fait de master qui sont à Montréal et donc bah, j'ai décidé d'y retourner juste pour ça. Pas nécessairement au niveau du travail ou quoi que ce soit, je me suis pas dit que ça allait être plus simple en étant au Québec ou non. Après pour Vancouver spécifiquement, donc vraiment l'autre côté du Canada pour le coup, je crois que en termes de temps d'avion, il y a autant de Paris-Montréal que de Montréal-Vancouver, donc voilà, ou presque. Ah oui, c'est plus loin. Et c'est ça, c'est vraiment plus loin et je pense qu'il y a eu aussi de ça. C'est que déjà je repartais au Canada. Alors bon, moi c'était pas du tout un problème, mais je me suis dit si je fais subir à mes parents d'être à l'autre bout du pays, au niveau décalage horaire et tout ça, là ça va être la galère. Et puis c'est plus une réflexion qui m'est venue après, mais c'était vraiment plus le fait que j'avais envie de retourner là où j'avais déjà des amis et tout ça. Je savais aussi que c'était une ville qui m'avait énormément plu et justement pour le coup j'avais l'impression que j'avais pas terminé mon expérience en fait à Montréal et au Québec. Après, j'aurais très bien pu aller à Toronto, qui est en Ontario, qui est bien plus proche. Je crois qu'il y a même des directs Paris-Toronto, donc ça aurait même pas été un problème par rapport à ça. Mais comme je connaissais déjà Montréal et que j'avais déjà des connaissances sur place, en fait, la question pour moi, c'est pas posée, c'est je voulais revenir ici, quoi. Et du coup, est-ce que tu as appréhendé différemment le fait de retourner à Montréal, mais pas pour les études, mais vraiment pour travailler ou, Ouais, quand même, ouais. Un peu. Ouais, parce que j'avais jamais vraiment travaillé. En fait, quand j'étais étudiante ici, j'ai été vendeuse dans une boutique de vêtements. Je peux le dire maintenant parce qu'ils ont tous fermé au Canada. J'étais vendeuse chez Forever 21. Donc voilà. Donc, Ils ont fermé au Canada ? Ils ont fermé au Canada. Ils ont fermé ici aussi en Irlande. Ah ouais, bah, ils ont fermé toutes leurs boutiques au Canada l'année dernière. Donc, oui, c'est pas si vieux, ouais. Non, c'est vraiment pas vieux. Et donc, je travaillais chez Forever 21 quand j'étais étudiante, mais entre un boulot de vendeuse et un boulot, on va dire, plus conventionnel de bureau, il y a quand même un monde. Et le monde du travail au Canada, je connaissais pas du tout. Alors, je me doutais bien que ça devait pas non plus être aux antipodes de la France, voilà, mais je connaissais pas. Et puis surtout, ça faisait 1 an et demi que j'étais plus salariée, parce que j'ai été freelance pendant 1 an et demi. Quand je travaillais au Brésil, je travaillais en fait en freelance et un peu dans une ONG à côté sur place. Mais mon activité principale, c'était d'être auto-entrepreneur. Je trouvais mes clients moi-même. Donc là, en plus de ça, je retournais dans un bureau avec un boss à qui je devais demander mes vacances. Je devais être là de telle heure à telle heure. Enfin voilà. Donc j'avais un peu d'appréhension par rapport à ça. Et puis je voulais aussi quand même trouver un boulot assez rapidement parce que j'avais envie de pouvoir un peu commencer ma vie sur place. C'est ça. J'avais un peu envie de commencer ma vie sur place et je pense que pour le coup, j'avais besoin de me recréer une routine. Alors que bon, en général, comment je roule ma bosse, la routine, c'est pas trop dans mon vocabulaire. Mais là, j'avais besoin de me recréer une routine et finalement, c'est pas du tout quelque chose qui m'a posé problème. Après, là, par exemple, cet hiver, je commençais un peu à en avoir marre de la routine et tout ça. Après, bon, il y a eu le confinement, donc ça n'a pas aidé. Enfin, voilà. Mais non, j'ai eu des appréhensions par rapport au travail parce que j'avais jamais connu ça avant au Canada. Finalement, j'avais pas besoin d'avoir ces appréhensions-là parce que ça s'est bien passé, j'ai quand même trouvé un boulot, pas si rapidement que ça. On pense souvent que le Canada, c'est un peu l'Eldorado du boulot. Moi, je trouve que c'est quand même à nuancer. Mais j'avais quand même des appréhensions par rapport à ça. Et est-ce que tu avais des attentes plus spécifiques justement par rapport à la vie que tu voulais ? Parce que quand on part en tant qu'étudiant, on fait un peu toujours... on go with the flow, on fait un peu notre vie comme ça vient. Mais est-ce que du coup, puisque là du coup c'est une vraie expatriation, tu bosses sur place et tout, est-ce que du coup tu avais des attentes plus particulières ou est-ce que tu étais encore un peu en mode on va voir ce qui va se passer ? Non, j'avais des attentes assez strictes envers moi-même. Envers toi-même ? Oui, c'est ça, envers moi-même, dans le sens où je voulais arriver à Montréal, je voulais trouver un boulot pour faire ma résidence permanente. Et en fait, pour faire sa résidence permanente au Canada depuis le Québec, parce que toutes les
toutes les procédures sont différentes dépendamment de la province dans laquelle tu habites. Il fallait que je prouve en fait que j'avais travaillé pendant 1 an à temps plein au Québec. Donc j'ai eu mes 1 an d'emploi à temps plein au mois d'avril. Donc là j'ai même pas pu commencer en fait ma demande de résidence permanente parce que vu que tout était fermé à cause du Covid, je pouvais pas faire des copies certifiées conformes par exemple. Enfin bref, il y a eu plein de choses. Mais ça c'était vraiment mon objectif, c'était ok, tu vas trouver un travail, puis tu vas faire tes 1 an d'emploi et même plus parce que tu es quand même toujours censé être en emploi quand tu commences ta demande de résidence permanente. Donc ça c'était vraiment mon objectif en arrivant. Mis à part ça, je voulais vraiment aussi beaucoup plus visiter le Canada. Je connaissais pas du tout l'Ouest en fait, parce que pendant mes 2 premières années, donc quand j'étais à Ottawa et pendant mon master, j'étais jamais allée à l'Ouest. Le plus à l'Ouest où j'étais allée, c'était les chutes du Niagara. Donc oui, c'est pas très à et là je me suis dit, tu vas corriger ça. Et donc l'année dernière, j'ai pris des vacances et je suis partie pendant 10 jours à l'Ouest. Donc j'ai atterri à Calgary, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin dans les parcs nationaux du Canada, et après je suis repartie de Calgary direction Montréal. Donc au moins j'avais rempli cet objectif-là, j'étais contente. Même si j'ai pas vu tout l'ouest du Canada, j'ai pu en avoir un aperçu. C'est ça, j'ai pu en avoir un aperçu, ouais. Alors on arrive à la fin de la vidéo, mais j'ai encore 2 questions. Alors déjà, est-ce que tu peux nous raconter une story time, alors soit quelque chose qui t'est arrivé dans tes voyages ou dans ton expatriation à droite ou à gauche? Alors j'ai pensé à une en plus tout à l'heure quand on parlait de nourriture au début avec les questions rapides. Mais je me suis dit que j'allais la garder pour la fin. C'est le jour où, quand j'étais au Cambodge, je dis famille d'accueil cambodgienne, c'est pas vraiment le terme, je pense, mais bon, je dis famille d'accueil cambodgienne parce que c'est plus facile. Mais donc ma mère d'accueil, en fait, en plein dîner, donc on était tous à la table, il y avait mon père d'accueil, ma mère d'accueil, mes 2 frères et ma sœur d'accueil, ma co-stagiaire et moi, donc on était beaucoup, ça faisait un peu banquet gaulois. Et en plein milieu du repas, ma mère d'accueil, elle se lève, elle dit un truc en khmer, enfin en cambodgien, et elle part. Je comprends pas, et je regarde donc mon frère d'accueil, donc là moi j'ai 26 ans, il a 1 an de moins que moi, donc ouais, moi j'avais 22, il avait 21 à l'époque. Et lui parle français et anglais. Alors, il parle couramment, il n'est pas bilingue non plus, mais il parle très très bien. Et je lui dis, mais Poutini, qu'est-ce qu'elle a ta maman, pourquoi elle part et tout ça? Elle me fait, elle est partie chercher le dessert. Ok, super, bon très bien. Et en fait, elle revient genre 5 minutes plus tard, elle était sortie dans la rue pour acheter, parce que au Cambodge, il y a vraiment toute cette ambiance de rue, les petits stands de street food qui sont ouverts, peut-être pas à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, mais qui sont quand même ouverts jusqu'à très tard. Donc vraiment, elle est sortie, elle a demandé des desserts, un dessert pour 7 personnes, puis elle est revenue, quoi. Et là, elle arrive avec son petit sac plastique, et là, je dis, mais qu'est-ce que c'est? Et mon frère d'accueil me regarde, il me fait, c'est des œufs de canard. Et je dis, mais comment ça? Et en fait, j'ai compris, parce que je savais que ça existait en Asie, mais je ne savais pas qu'au Cambodge spécifiquement, c'était répandu. En fait, ils mangent pour le dessert des œufs de canard fécondés, c'est-à-dire que quand tu le croques, ça craque sous la dent, parce qu'il y a le fœtus du canard à l'intérieur. Et là, j'ai dit, je refuse de goûter ça. C'était... Oh, et ma soeur d'accueil, elle avait 12 ans à l'époque, je me souviens, et elle disait, si, c'est bon. C'était horrible. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Là, on est dans le choc culturel, là. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ce que j'ai dit à mon frère d'accueil. Je lui ai dit, franchement, je veux bien faire plein de trucs, je veux trop apprendre à connaître ta culture, ta religion. Je m'étais levée à 4h30 du matin avec lui pour aller à une fête bouddhiste typique cambodgienne, tout ça. Mais je lui ai dit, ça, c'est au-dessus de mes forces. Il m'a dit, mais t'abuses, c'est bon, et tout ça. J'ai dit, non, je peux pas. Mais alors, il y a vraiment un canard dedans, ou presque? Ouais. Tu vois très bien que ça aurait... c'est cuit, oui, c'est comme un œuf dur, sauf que en fait, le jaune c'est un fœtus, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, voilà. C'est cuit au moins. Au moins, c'est parce que cru, c'est ouais, mais oh non, je trouvais ça... Vraiment, c'était au-dessus de mes forces. C'était horrible. Ouais, on veut bien partir à l'aventure, mais il y a des choses... C'est ça. Faut peut-être dans 10 ans, quand on se sera fait à l'idée, quoi. C'est ça. Et sur vite fait une autre story time, la première à laquelle j'avais pensé à la base, c'est que justement les 3 enfants de ma famille d'accueil, ils avaient eu l'occasion avec l'ONG de partir en France parce qu'ils étaient dans une petite troupe de théâtre et ils avaient eu l'occasion de partir en France pendant 3 semaines pour jouer en fait leur pièce de théâtre en français, parce qu'ils apprenaient le français, dans des salles des fêtes, voilà. Donc trop cool. Mais sauf que première fois qu'ils sortent d'Asie, première fois qu'ils sortent de leur pays, un choc culturel énorme pour eux. Ouais. Et je me souviendrai toujours de mon frère d'accueil qui allait prendre l'avion pour la première fois en fait, et avant de partir, qui m'avait dit, mais Sixtine, est-ce que tu penses que dans l'avion il y aura une salle pour répéter le théâtre? Je lui ai dit,
pas franchement en fait. Donc voilà, et en fait c'est là que je me suis rendu compte que on vivait tellement dans deux mondes différents quoi. Ouais. Enfin, et même quand ils sont revenus, je me souviens que je leur avais posé la question, je leur avais dit alors qu'est-ce qui vous a le plus surpris en France et tout ça. Et mon père d'accueil, donc mon frère d'accueil lui avait traduit parce que mes deux parents d'accueil parlaient pas du tout ni anglais ni français et que moi mis à part dire merci et trop cher pour les tuk-tuk, je savais pas parler khmer quoi. Et donc mon frère d'accueil lui traduit et mon père d'accueil lève la tête, il fait métro. Et pour lui, le métro, c'était une révélation. Il m'a dit oui, il faut qu'il y ait la même chose à Phnom Penh, j'irai plus vite le matin au tuk-tuk. Ah bah oui, c'est sûr. Ça, oui. C'était un choc culturel inversé dans le sens où c'était un choc pour eux et moi, je me rendais compte de ce qui était un choc pour eux. Ouais. Et c'était assez drôle comme conversation à avoir avec eux. C'est hyper intéressant parce qu'on est vraiment, c'est vraiment, encore une fois, un peu deux extrêmes Totalement. complètement différents, quoi. Ouais. Mm. Et j'ai adoré avoir cette vision des choses de leur part parce que moi, c'est pas du tout quelque chose qui me semble bizarre, quoi. Le métro Oui, on est tellement ou habitués, on se rend l'avion. plus compte. C'est ça, exactement. Parce Ouais, que même ouais. on le critique, le métro. Ah non, mais totalement. Alors totalement. que- Et alors pour qu'en mon fait, père c'est d'accueil, quand même- c'était une invention, mais futuriste, quoi. Ouais, on s'en rend plus compte. Des fois, on est un peu trop habitué aux bonnes choses. Ouais. Alors, dernière question. Oui. Tristement, j'ai envie de dire. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors, j'ai réfléchi à cette question. Parce que, C'est dur un peu. Hein. on s'était quand même donné les questions avant et j'y avais réfléchi. Honnêtement, je pense pas que je serai en France, mais je sais pas où je serai. Je sais que je vivrai à l'étranger. Je pense que j'aurai très certainement une famille. Je préfère le préciser parce que la dernière fois, j'ai reçu un commentaire où on m'a dit t'as pas mis de bébé sur ta bucket list. Je respecte ton choix. Ouais. Non, donc oui, non, je pense que d'ici 10 ans, j'aurai sûrement une famille. Je pense pas que je vivrai en France. Mais après, je sais pas si je vivrai au Canada pour autant. En fait, j'ai envie de me laisser un peu le champ des possibles. Et j'aimerais bien tenter l'aventure dans un autre pays, que ça soit un pays vraiment, encore une fois, aux extrêmes niveau culturel par rapport à la France ou par rapport au Canada. Mais comme je me verrais bien aussi vivre dans un pays d'Europe, j'ai envie de me laisser la porte ouverte, mais je pense que je vivrai à l'étranger, ouais. Ouais. Bah, on est un peu Voilà. pareil de ce côté-là. Oui, ça c'est sûr. C'est rigolo. Ok, bah écoute, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne pour nous raconter un petit peu ton parcours. C'était très intéressant, surtout le coup des canards. Il va falloir que je digère un peu. Oui, bah moi je t'avoue que même 4 ans plus tard à raconter, Bah, ça me secoue encore l'estomac. Ouais, bah merci en tout cas de m'avoir reçu, c'était super cool. Ouais, bah pas de souci. Comme je l'ai dit dans l'intro de cette vidéo, je vous mettrai la vidéo qu'on a fait pour la chaîne de Sixtine en boîte de description. Et puis je mettrai peut-être une ou deux de tes vidéos, peut-être au Cambodge que tu avais fait, ou même il me semble que tu avais même fait une vidéo sur le Vietnam. Oui, Je j'en ai fait mettrai plein. voilà, les vidéos de Sixtine en boîte de description. N'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne si jamais ça vous intéresse. Et puis on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Ciao!